Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Breaking news in the Jeffrey Epstein case. Jeffrey Epstein's little black book is missing. Guess what? The FBI just arrested the living version of that little black book. Ghislaine Maxwell has now been arrested. This is the biggest day in the Jeffrey Epstein story since Jeffrey Epstein's death almost a year ago. Des histoires étranges de l'ère numérique. À l'été 2019, Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel de jeunes filles mineures, est retrouvé pendu dans sa cellule. Les circonstances de sa mort demeurent nébuleuses. Alors que les regards de tous se braquent sur Ghislaine Maxwell, sa compagne et complice de toujours, cette dernière est introuvable. Mais qui est donc cette femme énigmatique? Comment est-elle passée des hautes sphères de la société britannique au recrutement de jeunes filles mineures pour Epstein? Suivez-nous alors que nous poursuivons notre analyse du plus gros scandale de trafic sexuel des dernières années. Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir? Ça va très bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien, ça va très bien. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on boit ce soir là, pour souligner là, cet épisode important quand même? Oui, ce soir, on boit une bière qui s'appelle la Réal à la plage, qui est fabriquée en fait par la brasserie Matera à Montréal. C'est une New England IPA qu'on adore. Elle est funky et je voulais une partie de la description. Oui. Bien benché sur sa... Je recommence ça. Bien benché sur sa chaise de plage à Old Orchard à écouter nos expos contre les Padres de San Diego sur son stéréo Réal et tout pour le cool. Oh, une référence bien québécoise ici entre cette rivalité là entre les expos et les Padres. Exact. Et équipe même, de baseball légendaire de Montréal qui est disparue depuis quand même assez longtemps. Donc les plus jeunes s'en rappelleront probablement pas. Effectivement, puis il y a aussi une petite, disons, passe sur la palette à Elvis Gratton, je pense. Là-dedans. Évidemment. Donc, et on remercie en fait Édouard Morissette qui nous a offert cette tournée de bière via notre site web. Donc, merci à toi, Édouard. Vous savez que vous pouvez toujours nous offrir une tournée de bière sur le site web. Vous allez voir, il y a un bouton en haut à droite, tournée de bière. Vous suivez le processus et Émile et moi, on va pouvoir s'abreuver durant nos épisodes. Remplir le frigo. C'est au distorsionpodcast.com, bien évidemment. On a aussi là, une certaine forme de shout-out à donner, effectivement. En regardant nos stats là, tout récemment, on s'est rendu compte qu'on performait plutôt bien dans les palmarès de podcasts True Crime à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam. Donc, shout-out à nos auditeurs là-bas, qui que vous soyez. Ben oui, ça me surprend toujours qu'on se classe dans les palmarès, parce que oui, on n'est pas dans les top 10 ou tout ça de ces pays-là, mais quand même, que le fait qu'on est classé, c'est qu'on est quand même assez écouté versus d'autres podcasts. Ben, merci à vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci à vous. À quelque part, c'est aussi un certain mystère de l'ère numérique. Oui, exact. On vous rappelle que si vous voulez avoir accès à des épisodes bonus, à du contenu même en primeur et aussi à un épisode secret, vous pouvez vous abonner sur notre page Patreon au patreon.com/Distorsion Podcast. Et puis, en fait, vous allez voir, on a différents forfaits et vous pouvez avoir nos épisodes en avance ainsi que du contenu bonus, notamment nos after-shows. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, notre after-show, ça va être le cas du prince Andrews, qui a aussi été impliqué par la bande dans cette affaire Epstein, puis qu'il y a eu énormément de développement récemment. Donc, c'est un peu un cas en soi. Donc, on trouvait que c'était peut-être un peu too much. On va en parler un peu quand même dans l'épisode, mais on va en parler vraiment plus précisément dans l'after show pour nos membres Patreon. On vous rappelle aussi que notre livre est disponible en format audio sur Audible et aussi ailleurs sur toutes les plateformes de livres audio. Ça vous fait encore des heures et des heures de distorsion parce que c'est narré par moi et Seb et nos douces voix. Oui, pendant 6h30.
On a aussi de la nouvelle marchandise sur notre boutique au boutique.distorsionpodcast.com. On a créé une petite ligne de marchandises avec une distordue, en fait, une illustratrice du nom de Lioun qui nous a fait tout d'abord, elle a fait des beaux petits dessins qu'on trouvait plutôt cute. Oui. Et puis, par la suite, avec elle, on a travaillé, elle nous les a déclinés en différents formats. Et puis là, ben, on a des nouveaux hoodies, on a des crop hoodies aussi, on a des tasses à café, on a même une ligne pour bébés et enfants. Oui, donc, on a créé différents petits vêtements comme ça. Donc, rendez-vous sur la boutique si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et là-dessus, Seb, je pense qu'on en a assez dit là, pour cette intro. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'épisode plutôt troublant de Ghislaine Maxwell? Oui, mais juste avant, on doit dire un petit mot à propos de notre partenaire NordVPN qui présente l'épisode d'aujourd'hui et qui célèbre son 10e anniversaire cette année. NordVPN est un des meilleurs VPN au monde, disons-le franchement, et en plus, ils encouragent plusieurs podcasteurs et créateurs de partout dans le monde, de Casey Neistat à PewDiePie, en passant par Mike Ward et Distorsion. C'est ben trop vrai, Seb. À l'époque des vols d'identité et du catfishing, c'est important d'avoir un bon service de VPN stable et efficace pour laisser le moins de traces numériques possible lorsque vous communiquez en ligne. My enemies are after me. NordVPN vous protège autant sur votre ordinateur que sur votre téléphone intelligent, peu importe la situation. Si par exemple vous voyagez et devez accéder à des sites qui sont géobloqués, par exemple dans votre pays d'origine, comme des sites de nouvelles, des réseaux sociaux ou encore des sites gouvernementaux, NordVPN vous permet d'utiliser Internet comme à la maison sans restriction. C'est pareil pour tout le contenu disponible sur les plateformes de streaming comme Disney+ et Netflix. Certains contenus sont limités à certaines régions. NordVPN vous permet d'y avoir accès comme si vous étiez chez vous. Pour célébrer les 10 ans de NordVPN, rendez-vous au nordvpn.com/distorsion pour obtenir un méga rabais sur un abonnement de 2 ans, en plus d'obtenir 1 mois gratuit. Le tout est sans risque, avec une garantie de 30 jours avec argent remise. Rendez-vous au nordvpn.com/distorsion ou encore cliquez sur le lien dans la description de l'épisode pour vous abonner et commencer à surfer sur le web en toute sécurité. Là-dessus, Seb, sommes-nous prêts à se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui. C'est parti. Ouais. Ce soir, Émile, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tout le trafic sexuel qu'on a été au courant, en fait, qu'on a été mis au courant depuis la mort et l'arrestation de Jeffrey Epstein. Oui, toute une histoire. Oui, vraiment, puis surtout de sa collaboratrice, Ghislaine Maxwell, qui a toujours nié son implication dans tout ce trafic sexuel de mineurs-là, mais qui vient tout de même d'être condamné là, dernièrement. Ça touche aux hautes sphères de la société, puis au monde riche. Hein. Des fois, on se dit quel genre de pouvoir l'argent amène. Puis quand on regarde l'histoire de Epstein, mais aussi l'histoire de Harry Weinstein aussi, exactement. Puis de plusieurs gros noms qui sont ressortis comme ça dans le scandale MeToo, on se rend compte que, mon Dieu, quand on a les moyens de faire des choses parfois horribles, il n'y a pas de limite, en fait. Là. Ouais, puis dans le cas de Epstein, c'est de la mégalomanie. Hein. Il avait une île privée, une grosse maison à Manhattan, à Paris aussi. Et puis, plusieurs jeunes femmes ont témoigné comme quoi elles ont tout d'abord été amenées là, un peu engagées comme masseuses. Oui, exact. Donc, ces gens-là qui étaient recrutés souvent dans des quartiers défavorisés en Californie. Et puis... est-ce que c'est en Californie? Ah oui, c'est en Floride. En Floride, entre autres. Oui, c'est bien trop vrai. Exact. Oui, en Floride, à Palm Beach. Oui, exactement. Je mélange les deux régions, désolé. Mais c'est assez troublant. Puis Ghislaine, elle agissait un peu comme recruteuse. Ouais, puis son rôle a toujours été un peu flou. Hein. On s'est toujours demandé qu'est-ce qu'elle faisait là-dedans. Puis par la suite, quand Jeffrey Epstein a été arrêté, bien, elle a complètement disparu, elle s'est volatilisée. Là, tout le monde la recherchait. Puis on se demandait, voyons, où est Ghislaine? Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Est-ce qu'elle était victime elle aussi? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elle conspirait avec Epstein? Donc, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de nœuds à démêler là, dans cette histoire-là. Oui, absolument. Même ses frères étaient sortis dans les médias qu'elle était menacée de mort puis qu'elle se cachait à cause de ça, mais sans en dire plus. Mais même, je prendrais un bond en arrière par rapport à l'argent. Tu sais,
Moi, je me demande tout le temps, il faut que tu sois à la base un peu malsain pour aller vers là. Parce que je me dis, oui, l'argent, mais il y a plein de gens qui ont de l'argent qui ne font pas ça. Bien sûr. Qui ne font pas ça. Puis je me demande tout le temps, si ces gens-là n'avaient pas d'argent, est-ce qu'ils le feraient pareil? Ce type-là. Je sais que c'est sûr que ça demande des moyens. Il faut être tordu à la base. Oui, fait. C'est ça que je veux dire. Oui, l'argent, ça amplifie ta distorsion, mais je trouve que ça revient quand même à l'individu. Ah oui, ben c'est pas la faute de l'argent en soi. Je pense que quand t'as ce genre de pensée-là, puis d'intérêt-là ou de fantasme, c'est une chose, mais en plus, quand tu as les moyens de le réaliser, puis quand tu as les moyens de monter carrément une entreprise autour de toi, où tout tourne autour de ça, parce qu'on se rappelle, Epstein ou même R. Kelly, c'est tout qu'un mécanisme orchestré, ces visites de jeunes filles-là, en prend, on se rappelle, Epstein, c'était plusieurs par jour. C'est 3 par jour, comme un repas. Ben oui, exactement. R. Kelly, lui, il faisait tout ça avec sa femme qui était sur l'étage du haut, puis donc c'est vraiment troublant, puis c'est beaucoup de coordination, il s'est monté un empire de trafic sexuel quand même, là. Puis le rôle de Maxwell a pas été toujours clair là-dedans. Puis évidemment, ben là, elle a subi son procès au cours des derniers mois, donc c'est pour ça qu'à Distorsion, on a suivi ça de près, puis on s'est dit, on va attendre qu'il y ait certains débouchés d'une certaine façon, puis on va en faire un épisode. Donc, ça risque d'être quand même assez intéressant, Seb. Exact. Puis avant qu'on se plonge vraiment dans l'histoire de Ghislaine, je voulais vous ramener les étapes clés, en fait, de l'affaire de Jeffrey Epstein, là, pour ceux qui ont peut-être moins suivi ou qui s'en souviennent pas. On en a fait un épisode, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, saison 6, dans le fond, notre saison précédente. Je pense que c'était un des premiers épisodes de la saison. Là, on avait lancé... avec ça, là, donc si vous voulez vous faire un recap, si vous l'avez toujours pas écouté... On vous suggère de le faire. Oui, exact, parce que la plupart des informations d'aujourd'hui, il y a peu de répétitions. Je vous dirais, oui, il y a certains éléments qu'on n'a pas le choix qui ont été répétés, mais sinon, ça reste du nouveau contenu. Bref, je vous rappelle son arrestation le 6 juillet 2019. Il a été arrêté aux États-Unis à son retour de France en jet privé. Il avait 66 ans au moment des faits. 2 jours plus tard, il est accusé d'exploitation sexuelle de mineurs. Avec plusieurs autres chefs d'accusation, là, il pouvait avoir jusqu'à un total de 45 ans d'emprisonnement quand même. Je vous rappelle aussi qu'il avait été condamné 10 ans auparavant, ça on va en reparler un petit peu plus tard, en Floride aussi, parce qu'il avait eu recours à des services d'une dizaine de prostituées mineures, même certaines de 14 ans, là, c'est assez... C'était assez dégueu. Puis il avait passé un accord. En fait, le pire de cette condamnation-là, c'est qu'il avait passé un accord qui était très controversé avec le procureur fédéral qui était chargé de l'affaire et qui l'avait finalement condamné juste pour des petits faits mineurs. Fait qu'il n'avait pas fait beaucoup de prison. Bref, il n'y avait pratiquement pas de tâche ou presque à son dossier. Ça, je trouve ça encore une fois très louche. D'après moi, c'est via ses contacts, mais bref. Puis même pendant son procès, il était toujours en train d'invoquer son 5e amendement. C'est vrai. Il n'y a pas grand-chose qui a été révélé au procès d'Epstein parce que c'est la loi du silence. Il y a tellement de gens impliqués. Est-ce que Bill Clinton est impliqué? Justement, le prince Andrew est impliqué. Il y a plein de gens qui se retrouvaient sur des photos, des célébrités, des hommes d'affaires. Donc, Epstein avait intérêt à se la fermer. Ah ben oui, puis tu sais comment dire, son suicide justement en prison qui est arrivé le 10 août, là, à peu près un mois après son emprisonnement, il était retrouvé pendu dans sa cellule. Là. Mais je vous rappellerai en fait que c'était assez louche cette journée-là. Les rondes de gardiens de prison n'ont pas été faites. Toute la routine de surveillance a par hasard, disons, dévié. Puis ces gens-là ont été remerciés. Mais il n'y a pas eu d'accusation, mais il reste qu'il a été retrouvé pendu. Puis là, les théories du complot sont parties parce que c'est vrai, comme tu dis, il y a tellement de gens puissants, il y a tellement d'informations en arrière de ça que ça aurait pu être grave, mais finalement, même lors du procès de Ghislaine, on dirait que ça n'a pas tant plus ébranlé la haute sphère. Oui, la haute sphère, le petit carnet noir et tout ça. On dirait qu'ils n'ont pas été tant vers là que ça. Il y a eu des témoignages de gens qui nommaient des noms, mais on dirait qu'ils n'ont jamais été capables de vraiment faire une corrélation directe, une accusation directe, genre Bill Clinton a fait
telle ou telle chose. Ça, ils n'en sont jamais venus à ces conclusions-là. Bref, autre chose, il y a eu une enquête en France aussi, parallèlement à ça, quand Epstein a été arrêté, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a d'autres victimes, il a fait d'autres victimes potentielles en France, justement. Ils ont fait des accusations, ils ont fait des perquisitions, dans l'appartement du Parisien milliardaire, là, qui était Jean-Luc Brunel, je ne sais pas si vous vous rappelez, et il était relié aussi à Epstein. Donc, un autre milieu qui avait l'air d'être gangréné, en fait, par le trafic de mineurs, encore une fois. Et je termine le recap presque avec le prince Andrews, qu'on va vous parler un peu plus tard. Lui, depuis... en fait, lorsque Epstein a été arrêté en 2019, il avait démenti, encore une fois, même en pleine télévision, qu'il démentait toute accusation, qu'il n'avait jamais violé la fille, puis ça a créé vraiment une crise britannique au niveau de la famille britannique, en fait, parce que c'est la monarchie et tout ça. Il a dû se reléguer au niveau de ses fonctions publiques. Là. Il a perdu ce rôle-là, ce poste-là. Donc, ça n'a pas bien été pour lui. Il a perdu aussi ses écussons militaires. Oui, quelque chose comme ça. Oui, il a été rétrogradé. Oui, on lui a demandé de se tenir loin de la politique. En fait, je pense que tout le volet politique de son rôle a été aboli d'une certaine façon. Oui, exactement. Et là, il y a des nouvelles accusations aux civils qui ont été déposées par une des premières victimes de Epstein, celle qui a un peu tout déclenché toutes les histoires. Donc ça, on vous en reparlera un peu plus tard dans l'after show. Donc, ça fait un peu le tour, je vous dirais, si on veut, des éléments clés de Epstein. Puis là, on va se plonger dans l'histoire de Ghislaine. Donc, je me plonge. Nous sommes tôt le matin du 2 juillet 2020 au New Hampshire, aux États-Unis, dans une petite ville qu'on peut catégoriser comme religieuse et agricole nommée Bradford. Largement dominée par les terres agricoles, l'épicentre de la ville, qui contient quelques commerces et l'unique poste de police, se trouve plutôt dans un carrefour éloigné. Il fait chaud et humide, et pour se remettre en contexte, le pays est confronté à de graves manifestations suite à la mort tragique de George Floyd. Là, je vous rappellerai toutes les manifestations raciales qui ont eu lieu aux États-Unis, sans parler de la deuxième vague de COVID-19 qui frappait de plein fouet les Américains. À travers cette petite communauté soudée de seulement 1700 habitants, le FBI surveille depuis quelque temps les allées et venues de Ghislaine Maxwell, 58 ans. Elle avait mystérieusement disparu depuis l'arrestation de Epstein à l'été 2019, mais une information anonyme transmise aux autorités a permis de la repérer à son domicile, un complexe luxueux et isolé qui s'étend sur 156 acres. Ah oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? C'est drôle qu'elle se retrouve... Assez bizarre, oui. Puis on va y revenir, mais c'est assez bizarre. Inconnue du grand public, il faut savoir qu'en 2015, une jeune femme prénommée Virginia Roberts porte plainte et accuse Ghislaine Maxwell de l'avoir recrutée comme masseuse pour Jeffrey Epstein en 1999 et d'être au cœur du trafic sexuel du milliardaire américain. C'est la première fois que son nom sort publiquement dans les médias de la sorte et ce ne sont pas des belles nouvelles. Quelques mois plus tard, elle vend sa maison de New York et ne fait plus aucune apparition publique. Peu à peu, elle se retire de toute activité mondaine. Elle qui était habituée à fréquenter la haute société. En 2019, l'ONG qu'elle avait fondée, Terra Mar Project, en 2012, en fait, c'est un ONG qui se décrivait comme une organisation environnementale à but non lucratif, a cessé ses activités. Tout son monde s'écroule autour d'elle pour une deuxième ou même une troisième fois. Ça, on vous en reparlera plus tard. On revient au moment de son arrestation. Au moment des faits, elle est notamment accusée d'avoir assisté, facilité et contribué aux abus perpétrés en recrutant les victimes d'Epstein et elle avait un mandat international là, sur sa tête. Il faut savoir ça là, depuis en fait que Epstein avait été arrêté ou près de son arrestation. Là, elle aussi, elle était recherchée.
Oui, il me semble qu'elle avait apparu à quelque part à Paris où on se doutait. Moi, je me rappelle quand Epstein est mort, puis que tout le monde était à la recherche de Ghislaine, j'avais l'impression qu'elle était en Europe. Là. J'avais pas l'impression qu'elle était en sol américain. Oui, ben il y a une photo d'elle, qui a été prise devant un In-N-Out Burger à Los Angeles. Puis ça avait fait le tour Sauf des journaux. que cette photo-là a été difficilement datée. Donc c'est possible que c'était tout à fait le cas qu'elle était là, mais c'est possible aussi que ça date de plusieurs années, mais pas énormément d'années parce que elle se ressemblait, elle avait le même âge, mais ça se pouvait que cette photo-là ait été prise dans un horizon de peut-être 4-5 ans. Oui, exactement, mais j'avais l'impression que de voler à l'extérieur, ça aurait été difficile pour elle malgré tout. Là. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Le FBI prépare bien son coup, car la maison et le terrain sont immenses et entourés de grands arbres. Ils veulent éviter un incident fâcheux lors de son arrestation. Pour arriver à l'emplacement de la maison de Maxwell, écoutez ça. Vous devez d'abord traverser l'un des rares ponts couverts du 19e siècle du New Hampshire. Vraiment, c'est rare qu'on voit un pont couvert. La route serpente à travers forêts et terres agricoles. Après avoir fait un virage sur une route de gravier à peine balisée, toutes les réceptions de téléphone et de Wi-Fi s'éteignent. Il n'y a pas d'adresse et seulement un marquage qui est écrit « chemin privé » signalant la route secondaire cachée qui y mène. Ghislaine a acheté cette maison-là en espèces, en argent, en 2019, en décembre en fait, en utilisant une société à responsabilité limitée, là, les fameuses LLC, qui était soigneusement anonymisée. Puis ça, on vous en reparle un peu plus tard, vous allez voir comment dire, elle a usé d'un beau stratagème. Oui, ça tenait loin des traces numériques. Oui, exact. Il faut savoir aussi qu'elle n'a aucun lien ou parenté connu dans cette région. Donc, je vous dirais que même si ses avocats et sa famille ont soutenu qu'elle ne se cachait pas à Bradford, on va se le dire, c'est une belle cachette. Tu sais, la maison était vraiment dure à trouver. Là. Même que le journal britannique The Mirror, qui appartenait auparavant à son père, a affirmé le 5 janvier 2020 que Ghislaine serait menacée de mort et vivait recluse et sous haute protection. Mais il n'y avait pas de haute protection dans cette maison-là. Oui. Les agents fédéraux entourent le terrain et la maison et du haut des airs des hélicoptères sont aussi présents. L'arrestation se déroule sans heure. Ce qui est rigolo, par contre, c'est que les voisins, eux, ils croyaient au départ que c'était un démantèlement d'une plantation de cannabis. Parce qu'ils sont dans une terre agricole, il y a 1700 personnes. Il y a des hélicoptères. Oui, c'est ça, il y a 1700 personnes que le FBI vient chercher. Donc, ils trouvaient ça un peu rigolo, puis que c'était pas justement... Personne de l'entourage qui habite là aurait pu penser que c'était une forme de conclusion d'une chasse à la femme, en fait, internationale, là, qui dure depuis des mois. L'après-midi de son arrestation, elle a comparu virtuellement devant un magistrat fédéral et a renoncé à son droit à une audience de détention dans le New Hampshire, ce qui a ouvert là, la voie à son transfert à New York. Elle a comparu le 14 juillet devant un juge à New York. Ça s'est déroulé par vidéoconférence à cause de la pandémie. Elle a plaidé non coupable. Ils ont fixé l'ouverture du procès et ils l'ont obligée à la maintenir en détention parce qu'elle a essayé 5 fois d'être libérée sous caution. Mais il faut savoir que Ghislaine, elle a des moyens et elle a aussi la nationalité française et beaucoup de contacts. Puis ça, ils voulaient absolument éviter. Il avait peur qu'elle se sauve. Tout simplement, c'est pour ça qu'ils lui ont toujours refusé une libération, même sous caution. Là, c'est justifiable. Ben oui, exactement. Avant de creuser sur certains détails saisissants qui sont sortis lors du procès ou de sa vie, on va tenter de comprendre le personnage en creusant dans son enfance que l'on peut qualifier de dysfonctionnel. Vous allez voir, là, son père, c'est un méchant tyran. Même si elle a grandi dans la richesse et l'opulence, elle ne l'a pas eu facile, je vous dirais, au niveau de son enfance. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Émile? Oui, qui est donc cette fameuse Ghislaine Maxwell? Eh bien, elle est née le jour de Noël en 1961 et 3 jours plus tard, une voiture transportant son frère Michael, 15 ans, percute un camion sur une route brumeuse de l'Oxfordshire. Ça, c'est en Angleterre. Oui. Michael Maxwell passera les 7 années restantes de sa vie dans le coma. Bien qu'elle soit née dans l'abondance matérielle, son père était le magnat de l'édition, le Robert Maxwell.
Il possédait justement The Mirror, là, oui, comme on l'a exact. vu plus tôt. Là. C'est un homme riche là, britannique. Là. De l'avis général, les premières années de Ghislaine Maxwell sont marquées par la négligence émotionnelle. Betty, sa mère, admet plus tard dans ses mémoires qu'après l'accident de Michael, le bébé, en fait, Michael, n'a pratiquement pas reçu un regard de ses parents qui étaient dévastés. C'est troublant quand même. Ben oui, parce que pauvre Ghislaine, elle naît, 3 jours plus tard, son frère tombe dans le coma. Tu sais, donc ses parents s'occupaient zéro d'elle. T'sais. Toujours selon Betty, en 1965, Ghislaine, âgée alors de 3 ans, s'est tenue devant elle et a dit « Maman, j'existe ». À partir de ce moment, pour compenser, les 2 parents passent à l'extrême opposé et commencent à prodiguer de l'affection à leur plus jeune enfant. Bien qu'elle n'ait jamais été épargnée par les mauvais traitements et les rages que son père infligeait à chacun de ses enfants, elle est rapidement devenue sa préférée. Selon sa mère, elle est la seule des enfants qui est devenue vraiment gâtée. Oui. Donc, ils ont comme compensé à l'inverse. Oui, exactement. Ce qui a créé quand même une certaine forme de choc là, pour elle, étant jeune. Ah oui, absolument. Puis même sa mère, elle a soupçonné que même à l'âge de 3-4 ans, qu'elle souffrait déjà d'anorexie. Selon les observations qu'elle faisait aussi. Là. Donc, ça lui a vraiment déclenché une lumière. Là. Ghislaine grandit à Headington Hill Hall, un vaste manoir surplombant Oxford au Royaume-Uni. Plutôt que de l'acheter lui-même, son père réussit à persuader son propriétaire, le conseil municipal d'Oxford, de le lui louer pour une somme minime en échange de la rénovation de la propriété. Tout au long de son enfance, des fêtes somptueuses sont organisées à Headington Hill en présence de politiciens, de célébrités et de grands noms des médias. Mais une fois que les VIP quittent le bâtiment, c'est un lieu profondément austère sur le plan émotionnel. Robert Maxwell, Benjamin Hoke de son vrai nom, dont la plupart des membres de sa famille sont assassinés pendant l'Holocauste, est passé de la pauvreté extrême d'une colonie juive tchécoslovaque à un héros de guerre de l'armée britannique, puis à un magnat de l'édition universitaire, à un député travailliste et enfin propriétaire du Daily Mirror, l'un des journaux les plus vendus du Royaume-Uni. Il faut que je fasse une parenthèse. Justement, son nom original, Benjamin Hoke, sais-tu pourquoi il a pris Maxwell? Je sais pas. À cause de la compagnie de café. Ben voyons, Maxwell House? Oui, c'est pas une joke. Il trouvait que ça sonnait américain, ça sonnait gros, puis tout ça. Là. J'ai entendu dans un documentaire. Puis je pensais que c'était une joke au début, mais non, ça a été confirmé. Il a vraiment choisi le nom Maxwell à cause du café Maxwell House. En tant qu'homme d'affaires, il est considéré comme un tyran. À la maison, il est décrit comme un père draconien qui abuse de ses enfants tant physiquement que verbalement. Les enfants étaient interrogés à la table au repas du soir sur la géopolitique ou leurs projets d'avenir et étaient réduits en larmes s'ils jugeaient leurs réponses insatisfaisantes. C'est assez traumatisant pour des enfants là, sur l'heure du souper. Là. Selon Ian, un de ses enfants, il les battait avec une ceinture, les filles comme les garçons. Sa préférée, Ghislaine, n'était pas à l'abri de tout cela. Alors que certains de ses frères et sœurs se retiraient ou se rebellaient, elle était toujours soucieuse de faire plaisir à son père. Elle a même déjà déclaré en 2000 qu'il était un parent inspirant et qu'elle se consacrait entièrement à le rendre heureux. On peut observer ici un parallèle avec Epstein, qu'elle tentait toujours de rendre heureux lui aussi en lui procurant des filles et du sexe 3 fois par jour, comme les repas, et on va y revenir. Son dévouement envers son père a dû fonctionner d'une certaine manière puisque Robert Maxwell a plus tard baptisé son yacht privé le Lady Ghislaine, plutôt que Betty ou le prénom d'une de ses 3 autres filles aînées. Il est intéressant de noter aussi qu'il avait de grandes ambitions pour sa fille car il espérait qu'elle se marie à feu John F. Kennedy Jr. Oui, je trouve ça rigolo. Elle fait ses études au Marlborough College et à l'université d'Oxford où elle étudie l'histoire moderne et les langues. Dès l'université, son intérêt pour le pouvoir et l'argent pouvait se percevoir. Selon une ancienne collègue de l'université, elle était l'une de ces personnes qui, lors des soirées, regardait toujours par-dessus votre épaule pour voir s'il y avait quelqu'un de plus puissant ou de plus intéressant pendant qu'elle vous faisait la bise. Un peu visage à 2 faces, à la recherche de l'attention des gens importants. Oui, exactement.
Après avoir obtenu son diplôme, le père de Maxwell la nomme directrice d'Oxford United, le club de football qu'il possédait et qu'il présidait, et lui crée également sa propre entreprise de cadeaux d'entreprise. Ouais. C'est particulier, ça, de venir comme donner à sa fille un club de foot. Oui, ça c'était. Oui, puis c'était la première fois qu'une femme gérait ce type de club-là aussi. Là. Puis même, il disait que elle n'avait pas tant une connaissance de ça. Ça a toujours été étrange, sa nomination à ce club-là. On dirait que c'est une forme de cadeau, mais ça reste toujours bizarre. Mais dans les pages du Tatler ou dans la colonne des potins du Daily Mail, où elle est désormais régulièrement présente, elle est généralement décrite comme une mondaine, plutôt que comme une femme d'affaires. Elle commence à fréquenter le comte Gianfranco Sicogna, un aristocrate italien. Elle fonde également une sorte de club privé réservé aux femmes. Cependant, selon certaines, malgré qu'elle était plutôt charmante avec les autres femmes, elle n'était l'amie intime d'aucune d'entre elles et les femmes n'étaient pas vraiment importantes pour elle. C'était seulement comme un moyen d'atteindre un autre homme puissant. Oui, exactement. Donc elle était déjà un peu manipulatrice. En janvier 1991, après que son père rachète le New York Daily News en difficulté, elle est envoyée au siège du journal en tant que représentante. C'était son point d'entrée sur la scène sociale de Manhattan. Mais en novembre de cette année-là, son monde est bouleversé et s'écroule. Je vous rappelle qu'en novembre 91, le monde de Ghislaine s'écroule. Son père disparaît de son bateau, le Lady Ghislaine, au large des îles Canaries, et son corps est retrouvé plus tard flottant dans la mer. C'est louche, ça? Assez louche, puis on va y revenir. Ghislaine prend un vol direct pour Las Palmas, où le yacht a été amené. Selon tous les témoignages, elle est inconsolable de la perte de son père. Le lendemain de sa mort, elle est chargée de prononcer un discours émouvant devant la presse mondiale réunie sur les quais. Parce que c'est sûr qu'un magnat de la presse comme ça qui disparaît en mer, ça fait les nouvelles nationales. Ah oui, puis c'est assez fou, là. À l'époque, il y a eu 3 autopsies différentes sur le corps, avec 3 conclusions différentes. Il y en a une, il y en avait des assez farfelues. Il y avait la théorie du suicide qui n'est pas nécessairement écartée, elle non plus. Mais finalement, il y a eu des coups à la tête, Okay. il y a eu des coups aux épaules et tout ça, puis il est mort avant d'être tombé à l'eau. Donc, c'est sûrement une agression, mais il n'y a jamais eu de... il n'y a jamais eu de coupable ou quoi que ce soit. Ouais. Par rapport à ça, là, l'enquête a été fermée assez rapidement. On dirait que... là, c'était assez louche. Mais faut savoir que... tu parlais au début qu'il y a... Une des premières entreprises qui lui a fait faire vraiment de l'argent, c'est qu'à un moment donné, il a acheté justement des recherches universitaires scientifiques à vraiment pas cher. Puis on le sait, on peut revendre souvent, c'est la recherche scientifique, on la revend au gouvernement, aux études, aux universités, tout ça. Puis il a racheté ça, puis il a revendu ça. Mais ça a l'air que même à l'intérieur de ça, il a fraudé le système. À peu près tout ce qui a touché cet homme-là, ça n'a jamais été droit. Puis vous allez voir avec ce qui s'en vient, comment dire, c'est pas surprenant que quelqu'un aurait pu vouloir sa tête.
parce qu'il trempait toujours dans des histoires assez étranges, puis c'était quelqu'un qui était extrêmement détesté. Il y avait tellement d'argent, puis il faisait chier tout le monde, honnêtement. Là, c'est vraiment ce qui en sortait. Il y a un journaliste là, qui a travaillé juste 1 an pour lui, puis il dit, je me souviens, je pense de chaque jour que j'ai travaillé pour lui, tellement il était méchant. Il pouvait tellement humilier des employés devant tout le monde continuellement. C'était pas une bonne personne. Donc, c'est pas surprenant qu'il ait été assassiné, puis quand on comprend le personnage, c'est pas surprenant, on dirait non plus qu'on comprend, entre guillemets, un peu Ghislaine dans tous ses agissements. Là. C'est rare que les magnats de la presse sont sympathiques, on dirait, c'est vrai. À la base. Mais tu vas un peu vite en parlant d'assassinat, parce que tu peux, tu sais, imagine sur un bateau... en cas de tempête, tu peux aussi te cogner à gauche et à droite, tomber du pont. Le bateau peut bouger beaucoup. Puis c'est possible quand même que tu aies des coups à la tête et tout ça, et que ce soit un accident, surtout sur un bateau. C'est bon. Mais mais t'as raison, mais il me semble que cette théorie-là, j'ai même pas vu, dans le sens que je pense qu'il faisait pas mauvais en mer et tout ça, mais t'as raison, le fait qu'il ait été retrouvé, c'est ça, il aurait pu chavirer, évidemment. Donc, il n'y a pas vraiment de conclusion à ça, mais ça reste que il est mort d'une façon très, très étrange, mais vous allez voir, ça va avoir déterré autre chose d'encore pire, d'une certaine... pas pire, ça peut pas être pire que la mort de son père pour elle, mais qui va encore plus, disons, entacher le nom des Maxwell. Très vite, il est apparu que Robert Maxwell avait pillé les fonds de pension du Mirror Group de 440 millions de livres dans le cadre d'un plan visant à gonfler artificiellement le cours de l'action de l'entreprise aux dépens des 32 000 employés. Hey, c'est incroyable. Ça l'avait fait tout qu'un raz-de-marée, je m'en souviens, en Angleterre. Et même les banques, les gouvernements ont dû donner de l'argent, des centaines de millions de livres pour les aider, parce que, je veux dire, c'est la retraite de 32 000 personnes. Puis cet argent-là, on ne sait pas trop ce qui est rendu. C'est très, très louche. Puis même, il faut savoir que quand Ghislaine est arrivé sur le bateau pour faire son discours à la mort de son père, la première chose qu'elle a fait, elle est rentrée, est allée détruire des documents. Puis ça, elle a toujours nié, mais il y a eu plusieurs témoins qui l'ont vu faire. Donc, qu'est-ce qu'elle est allée cacher? Qu'est-ce qu'elle est allée détruire plutôt? Fait que ça sur aussi, le bateau. Sur le bateau. Puis ça a l'air qu'elle était tellement précise dans ses actions, dans le sens qu'elle savait exactement quel document aller chercher. Donc, elle savait exactement où ces documents-là étaient placés. Elle était très, très près de son père, des affaires de son père. Donc, elle le savait à quelque part. Exactement. La famille Maxwell et le gouvernement britannique ont dû ramasser les morceaux. Ces derniers ayant finalement versé 100 millions de livres pour renflouer les fonds, comme on vous disait. En juin 92, 2 des fils de Maxwell, Ian et Kevin, sont arrêtés et accusés de fraude. Par contre, ils sont finalement acquittés en janvier 96, mais c'était relié à cette histoire-là, mais ils n'ont jamais été capables justement d'être en mesure des inculper de ça. Bien que la culpabilité de son père soit évidente pour la plupart des gens, Ghislaine, elle continue toujours de le défendre. Elle dit que ce n'était pas un escroc, par exemple. Elle a mentionné ça au Vanity Fair en 92. Elle nous dit que pour elle, un voleur, c'est quelqu'un qui vole de l'argent. Est-ce que je pense que mon père a fait cela? Non. Je ne sais pas ce qu'il a fait. De toute évidence, il s'est passé quelque chose. L'a-t-il mis dans sa propre poche? Il s'est enfui avec l'argent? Non. Et c'est ma définition d'un escroc. Ouais. Je veux dire, c'est assez étrange. Le doux de vider le compte de pension de 32 000 employés. Là. Ben, si c'est ça ta perception d'un crime, le baromètre criminel est un drôle d'endroit, là, parce que, je veux dire, ces 32 000 personnes-là ont quand même signé des contrats en lien avec ce fonds de pension-là, donc c'est de l'argent qui leur est dû. Oui, exact. Dans le fond, quand on regarde justement son baromètre de valeur, ça explique aussi bien des choses avec tout ce qu'elle a fait avec Epstein. Ben oui. Alors que le reste de sa fratrie accepte que la mort de Maxwell, de Robert en fait, soit un accident ou un suicide, Ghislaine insiste sur le fait qu'il a dû être assassiné. Malgré ces protestations, les retombées du scandale des retraites du Mirror font du Royaume-Uni un endroit moins accueillant pour elle. Le nom Maxwell s'est rendu
s'est rendue barrée. Là. Elle ne peut plus sortir en public. Elle se fait insulter. Même elle a des menaces de mort. Et tout ça. Là. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est en entrevue télévisée. C'est une des rares entrevues qu'on a d'elle où ce qu'elle dit clairement qu'elle est convaincue que c'est un meurtre. Que quelqu'un a tué son père. Assez étrange. En novembre 92, on apprend qu'elle s'est payé un billet aller simple de 4 000 $ en Concorde pour New York. Puis ça aussi, le fait qu'elle s'est payé un billet d'avion en Concorde, ça avait fait aussi les manchettes là-bas parce que la fille du gars qui a volé l'argent des gens, là, bref, c'est toujours un peu mystérieux son argent. Sa vie changera à jamais. Pour mieux comprendre Ghislaine, on va faire un bond dans le temps. On se retrouve en 2005. Harry Mount se sentait seul à Manhattan. Âgé de 33 ans, il venait d'être nommé correspondant du Daily Telegraph à New York, mais ne connaissait pas encore grand monde dans la ville. Lorsqu'un ami lui demande s'il souhaite l'accompagner à une soirée chez Ghislaine Maxwell, Harry saute sur l'occasion. Après tout, elle est bien connue en tant que figure de proue de la société de Manhattan qui a été photographiée avec Bill Clinton, Donald Trump, même le pape Jean-Paul II. Moi, celle-là, elle me fait quand même rire compte tenu de tout ce qu'elle a pu faire. Mais c'est vrai tout ça, quand je lisais un article sur elle qui disait, lorsque si vous googlez une vedette ou quelqu'un un peu de la haute sphère de Manhattan des années 90, début des années 2000, il y a de fortes chances que tu vois Ghislaine Maxwell à quelque part sur la photo. C'est drôle parce que personne du grand public ou très peu de gens savent c'est qui, exact. Mais elle est toujours là dans des événements caritatifs, justement certaines vedettes de ces années-là, dans des soirées mondaines, tu la vois toujours à quelque part. Oui. Elle donne rarement des interviews, tu l'entends rarement parler, t'en sais très peu sur elle, mais elle est sur toutes les photos de cette époque-là. Oui, elle avait un charisme et une façon d'aborder les gens. Ça a l'air qu'elle était quand même... Elle s'exprimait bien. Oui, exact. Elle a eu une bonne éducation, elle est entourée quand même de la haute, elle était habituée de fonctionner avec ces gens-là qui se prennent un peu pour d'autres. Là. Je ne dis pas qu'ils se prennent tous pour d'autres, mais beaucoup. On dirait qu'elle est capable, c'est ça, elle s'est mis à leur niveau très jeune, puis c'est ça qui est drôle. C'est une belle femme, dans le sens charismatique, puis tout ça, mais il doit y avoir quelque chose au-delà de ça, là, que nous, on ne peut pas percevoir à travers un écran ou quelque chose comme ça, mais c'est clair qu'elle devait dégager une forme de charisme. Là. Oui. Je veux dire, c'est pas juste des contacts. Je peux pas croire. Je comprends que les contacts, l'argent, c'est super important, là, mais dans ces milieux-là, mais le fait que justement son père l'envoie, quand il a acheté le Daily News de New York, c'est elle qui devient comme la représentante. C'est comme un peu une fille de relations publiques. Oui, vraiment. Parce qu'elle est très bonne là-dedans. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'insondable, je trouve, d'elle. Puis je suis toujours pas capable de mettre le doigt dessus. Puis quand tu regardes les documentaires, j'aimais toujours regarder son regard qui était... c'est ça, j'essayais de la comprendre. Bref. Parmi les grands de la société américaine, son accent britannique et son amitié avec le prince Andrew en faisaient une figure exotique et séduisante. Lorsque Harry est arrivé à son manoir de 5 étages dans l'Upper East Side, il est étonné de la voir bondir vers lui et commencer à le bombarder de questions. Il se souvient qu'elle écoutait attentivement ses réponses comme s'il était la personne la plus fascinante du monde. Selon lui, il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit particulièrement amicale avec lui. Elle aurait très bien pu l'ignorer tout en étant parfaitement polie. Harry supposait que son effusion et son charme étaient des sous-produits de son enfance troublée. Je le cite, « Vous finissez avec ce mélange de grandes relations et de confiance et vous évoluez parmi les grands et les bons, mais fondamentalement, vous n'êtes pas si sûr de vous. Et les gens qui ne sont pas sûrs d'eux sont souvent un peu plus gentils que ceux qui sont sûrs d'eux. » Oui, c'est possible, ça. Oui, exact. Je le cite. Je ne veux pas débattre là-dessus. Mais je trouvais quand même que ça fait une belle corrélation avec la personnalité de Ghislaine, de ce qu'on connaît d'elle. Ghislaine aurait été laissée
avec un revenu annuel de 80 000 livres lorsque son père est mort, qui provenait d'un fonds fiduciaire, en fait. Donc, malgré tous les déboires financiers de son père, évidemment, elle a baissé de niveau de vie, mais ça reste que c'était quand même un niveau de vie acceptable. Ça, c'est ce qu'on en sait. Oui, exact. Oui, c'est exactement, c'est l'argent qu'on sait. Puis justement, Harry, qui est allé dans son grand manoir de 5 étages du Upper East Side, aurait dû s'en rendre compte, qui réfléchit plus tard, là, je veux dire après coup, après que toute cette histoire-là est sortie, qu'elle ne pouvait pas se payer ce type de maison-là, mais il n'était pas au courant de tous ces détails-là. Il faut savoir qu'il y a des années plus tard, en fait, les procureurs suggèrent que la propriété a été financée par Jeffrey Epstein. Et à ce moment-là, Harry ne connaissait pas les liens avec le célèbre financier, et même très vite la relation d'Epstein avec Maxwell. Une fois que ça s'est sorti, mais en fait, dans l'année 2005, vous allez voir, la relation entre les deux va éclater au grand jour. C'est durant cette même année, en 2005, que les parents d'une jeune fille de 14 ans dénoncent à la police que Jeffrey Epstein a abusé de leur fille et 3 ans plus tard, il est condamné à 18 mois de prison. Entre 2002 et 2005, il faisait venir des mineurs, dont certaines âgées de 14 ans seulement, dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach en Floride pour se livrer à des actes sexuels avec lui. Après quoi, il leur donnait des centaines de dollars en liquide. Donc, il y avait vraiment, on connaît le modus operandi. Hein. Souvent, c'était le bouche à oreille qui se faisait entre une jeune fille à l'autre. C'était souvent des jeunes filles de milieux, je dirais pas défavorisés, mais un peu quand même. Oui. Ça se passait souvent à l'école secondaire, dans les endroits où ces gens-là traînaient. Puis les filles se faisaient rémunérer pour en recruter d'autres. Vraiment comme un réseau de prostitution. Oui, exact. Sauf que dans ce cas-ci, le client, c'est majoritairement Jeffrey Epstein. Donc, c'est principalement juste pour lui. Mais là, on a su plus tard qu'il y avait sans doute d'autres clients. Donc, c'est un peu ça. Puis Ghislaine, elle agissait, de ce qu'on a appris, du moins de ce qu'on suppose, comme un peu une facilitatrice, on dirait. Elle était là, mettait les filles en confiance, et bon, on va y revenir tranquillement. Mais c'est un peu ça le modus operandi là, au niveau du recrutement des jeunes filles. Après sa libération à Epstein, les allégations à son encontre commencent à faire boule de neige. Là, je vous dis, on est dans les années 2002 et 2005. On n'est pas dans son arrestation de 2019. Non. Il est accusé de diriger un vaste réseau de jeunes filles pour satisfaire les besoins sexuels de son cercle d'amis et de lui-même, évidemment. La relation de Ghislaine avec Epstein était sans aucun doute mutuellement bénéfique. Elle pouvait le présenter à ses amis riches et puissants et en retour, il disposait du capital nécessaire pour financer le style de vie auquel elle pouvait s'attendre à cause de son éducation familiale. Parce qu'à 80 000 par année, Ghislaine, elle peut pas voyager en Concorde tous les week-ends. Non, exact. En plus, dans ces années-là, je pense qu'il ne volait plus le Concorde. Il est à noter qu'au cours du procès, les procureurs ont noté que Maxwell n'était pas une personne particulièrement riche lorsqu'elle a rencontré Epstein. Certes, après son retour à New York à la suite du décès de son père, il est rapporté qu'elle travaillait dans l'immobilier et vivait dans un appartement de 2 000 $ par mois. Un niveau de vie décent, en tout cas, surtout si l'on tient compte du fonds fiduciaire qu'elle recevait chaque mois, mais néanmoins, c'est un peu moins que ce à quoi elle se serait attendue, là, étant donné son habitude familiale avec son père et tout ça. Là. Cependant, les détails de cette relation ne sont pas faciles à cerner. C'est pas clair quand cette relation-là a commencé exactement, puis combien de temps elle a duré, puis qu'est-ce qui la caractérise, là? Parce qu'il y a autant de questions débattues lors du procès qui nous a permis d'en apprendre juste un peu plus sur les détails de leur relation, mais sans en arriver à des conclusions fermes. Là. Il y a autant de détails qui pointent vers le contraire. Donc, cette relation-là est très, très floue. Il faut se rappeler que 4 des chefs d'accusation retenus contre Maxwell se rapportent à la période 94-97, durant laquelle l'acte d'accusation stipule qu'elle faisait partie des plus proches associés d'Epstein et qu'elle entretenait également une relation intime avec lui. Je vous rappelle qu'elle a déménagé à New York en 91, donc elle a dû rapidement devenir proche de lui dès son arrivée. Dans les années 2000, elle était liée à un autre homme d'affaires, Ted Waite, mais il semble qu'elle ait continué à travailler pour Epstein pendant ce temps-là. En 2003,
Epstein la décrit comme sa meilleure amie et une grande partie de sa vie semble être organisée par elle. Les photos intimes d'elle et d'Epstein publiées par les procureurs suggèrent qu'ils sont restés très proches. Dans des documents judiciaires, d'anciens employés du manoir d'Epstein à Palm Beach la décrivent comme la directrice de la maison qui supervise le personnel, s'occupe des finances et joue le rôle de coordonnatrice sociale. Oui, c'est quasiment la directrice là, de tout ça. Oui, c'est ça. Une gouvernante témoigne que Maxwell donnait au personnel un manuel d'instruction de 59 pages. Oui, ça c'est fou. Et leur intimait l'ordre de ne parler que lorsqu'on leur adressait la parole, en évitant tout contact visuel avec Jeffrey Epstein. Imaginez ça. Ça me fait capoter. Le gars, là, il se paye des filles, mais tout son staff ne peut même pas le regarder dans les yeux. Faut-tu? Moi, là, ça, là, c'est faut. Je sais pas comment décrire. Faut se prendre pour un gourou. T'es qui, là? Ah non. Franchement, moi, ça me dégoûtait, là. Pas autant que toutes les autres choses qu'il faisait, mais on dirait que ça aussi, ça me dégoûte. Une attitude comme ça, tu sais. Comment dire, c'est condescendant, c'est régressant, tu sais, comme si on n'était pas tous nés de la même façon. Oui, exactement, là, tu sais, mais il faut le rappeler, là, lui-même, là, il est né dans un quartier pauvre, là, tu sais, bref, puis c'est très nébuleux, hein, la provenance de son argent. Mais il faut se dire que Epstein, à cette époque-là, il était beaucoup gestionnaire de portefeuille aussi. Hein? Donc, il se collait à des gros noms de Wall Street, de Manhattan. Exact. C'est sûr que c'est toujours un peu nébuleux. Sa fortune est nébuleuse aussi à Epstein. Elle est très nébuleuse, en fait. Est-ce qu'il y a tout ramasser ça, légalement ou éthiquement, on le sait pas trop, mais c'est surtout ça. C'est un gars qui venait du milieu des finances puis qui gérait des portefeuilles de gens méga riches, des milliardaires. C'est ça, exact. Mais ça a l'air que c'était vraiment un vrai génie en mathématiques. Que c'était vraiment un surdoué, là, et c'est pour ça qu'il y a eu du succès au départ. Il a peut-être rien fait d'illégal dans le sens, dans cette portion-là aussi. Là. Il a peut-être juste activé des mécanismes. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il a été récompensé pour son talent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, bref. Il est tentant de conclure que tout comme Maxwell a appris à apaiser les caprices de son père capricieux et tyrannique, elle applique ces mêmes compétences à Jeffrey Epstein. Donc, à quelque part, elle sait comment, elle sait trouver son point faible. Exact. Quelle que soit la nature exacte de leur relation, l'accusation présente une proximité comme un facteur crucial dans leur schéma d'abus. Oui. Ghislaine cherchant et préparant des victimes pour Epstein. Ghislaine contrôlait les filles, selon Sarah Ransom, qui dit avoir été abusée par Jeffrey Epstein. C'est elle qui mettait toutes les filles au pas. Elle savait ce que Jeffrey aimait, elle connaissait ses goûts, donc c'était vraiment un effort commun. Là. Elle contribuait à satisfaire Epstein. Puis c'est par la suite qu'elle briefait les jeunes filles qui, elles, en parlaient une à l'autre. Et on se rappelle, on a décrit beaucoup de scènes aussi dans notre épisode qu'on a fait là-dessus. On l'a vu aussi dans le documentaire Filthy Rich qui est sur Netflix. C'est assez troublant aussi. Très troublant. C'était souvent ça. Là. Une jeune fille pouvait dire à une de ses amies, « Hey, apparemment, il y a un party à telle maison de riches. J'y suis déjà allé, j'ai fait un massage à ce monsieur-là, et puis il m'a payé énormément beaucoup pour ce que je lui ai fait. » Et puis souvent, la fille pouvait amener sa copine, il rencontrait les deux Ghislaine Maxwell, et puis l'ami qui l'a invité là, ben souvent quittait la pièce. Et là, la femme restait avec Maxwell et Epstein. Et là, apparemment qu'à certains moments de ce que confiaient les victimes, même Maxwell participait aux actes. Oui, là. exactement, oui. Donc, c'est troublant. Ça commençait souvent par un massage sensuel, et puis par la suite, ça pouvait déborder en un peu n'importe quoi, sans que le consentement des jeunes filles soit pris en compte, évidemment. Ben non, parce que là, elles étaient prises, en fait, puis souvent, c'était des jeunes femmes de 14-15 ans. Hein. Ça a l'air que même dès qu'elle approchait le 16-17, là, le 17, il aimait pas ça, il les trouvait trop vieilles. Ouais. Mon Dieu, trop vieilles. Puis c'est ça, je veux dire, ce que je veux en venir, c'est que quand une petite fille de 14 ans se fait amener par deux adultes, puis elle est enfermée dans une pièce, puis là, elle pris comme des filles, des fois, qui se font violer ou tout ça. C'est des trappes, c'est des pièges. Exactement, ça arrive, puis
Puis c'est pas de leur faute, ils savent plus quoi faire, ils savent pas comment réagir. Des petites filles de 14-15 ans, qu'est-ce que tu fais avec des adultes, des gens riches, tu sais, en plus souvent c'est des gens qui viennent de milieux plus pauvres, ils doivent avoir pas une bonne estime d'eux-mêmes. Tu sais, tout ça, là, toute l'addition de tout ça doit faire en sorte que, en fait, c'est des victimes parfaites. Ben, exactement, il les choisissait bien. C'est sûr qu'il les choisissait comme ça, ces victimes-là. Puis même, il avait aménagé sa maison en fonction de ça. Il y avait plusieurs salles, il y avait plusieurs filles à la fois même qui je sais pas s'ils logeaient là. Je sais pas ça. Peut-être. C'est pas clair, mais c'était toute une industrie. Là. Ça devait faire peur aller là, sérieux. Ça devait être épeurant. Tu devais se sentir dans un donjon. Ça devait être creepy à fond. Ah, vraiment. Même les employés, là, je pensais aux pauvres employés. Puis, mon Dieu, ils ont dû en voir. Ils ont dû en voir. Puis, en fait, les malaises. Je les blâme pas, OK, par ben non. ça. Mais, mon Dieu, comment qu'ils faisaient pour comme se la fermer? Ça aussi, ça devait être des gens vulnérables. Tu sais, est-ce que c'était... Là, je le sais pas. Là. Tu sais, est-ce que c'était des immigrants sans papier? Tu sais, souvent, là, c'est souvent ça. Là, ça arrive. Tu peux faire un peu de chantage autour de ça. Exact. Ouais. Je me demande s'il n'y avait pas ça aussi, parce que tout le personnel était témoin, puis on en reparle un petit peu plus en détail. C'est fort probable que quand tu as un gros secret comme ça à cacher, c'est sûr que tu choisis les employés de ta maison en fonction de qui est le plus en mesure de garder un secret. Oui, exactement. Là, tu peux les maintenir. Donc, c'était des pauvres femmes, des pauvres filles, en fait. Là. Dans les mois qui suivent la mort d'Epstein en 2019, Maxwell se cache. Les journaux spéculent sur son sort. Une photo d'elle devant une succursale du In-N-Out Burger à Los Angeles fait la une des journaux du monde entier. Puis en juillet 2020, elle est arrêtée dans son manoir isolé dans l'État américain du New Hampshire, comme discuté en début d'épisode. Quelques mois plus tard, il est apparu à la surprise générale qu'elle avait épousé un PDG du secteur de la technologie nommé Scott Borgerson. Donc, elle avait un nouveau mari. Oui. Et Seb, parle-nous un peu de ce mystérieux époux. Ça, c'est assez particulier et étrange. Avant le début de son procès en novembre 2021, il a été révélé aux médias que Ghislaine était secrètement mariée à Scott Borgerson, tu l'avais mieux dit que moi, depuis 2016. Et comment ont-ils fait pour le découvrir? Ben oui, même avant le scandale d'Epstein. Oui, exactement. C'est ça qui est étrange. En décortiquant l'acte de vente de la propriété où elle s'est cachée, justement, le couple s'était donné des faux noms via la coquille d'entreprise. Scott, lui, avait conservé son prénom, mais il avait modifié le nom de famille. Et Ghislaine, elle a utilisé le prénom Jen, en fait, J-E-N. Et ils ont commencé à utiliser conjointement, en fait, ils signaient sous le nom de famille Marshall. Et ils ont créé la coquille d'entreprise qui a acheté la propriété sous ce nom-là. Ils n'ont pas donné les détails de l'enquête pour remonter à Scott. Mais ce qui est étrange, c'est que supposément, oui, depuis 2016, mais lui, il nie carrément avoir une relation, en fait, il nie qu'il est marié avec elle. Il dit que ce sont simplement de vieux amis. Juste vous donner un petit recap, là. Lui, il est né en 1976. C'est le PDG de Cargo Matrix, là. C'est pas n'importe quoi, c'est une entreprise qui traite et analyse des données pour le commerce et le transport maritime. Et en 2020, là, sa société était évaluée quand même à plus de 100 millions de dollars américains, là, c'est pas rien. Et en fait, pourquoi c'est ressorti aussi durant le procès, c'est que la justice lui reprochait à Ghislaine de cacher sa fortune. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle n'en a plus d'argent, mais elle habitait dans une maison dans un manoir. C'est ça, dans un manoir qu'à peu près personne peut se payer. Et c'est là qu'elle a mentionné qu'elle était mariée avec lui depuis 2016 et qu'elle voulait divorcer un peu avant son arrestation. Ça, cette phrase-là me troublait dans le sens que était-tu au courant que le FBI était... Parce que je disais j'écoutais un bonhomme du FBI qui a travaillé sur le dossier, puis ils ont attendu des semaines et des semaines là, pour être vraiment certains, ils ne voulaient pas manquer leur coup, puis ils la surveillaient. Donc je me demande, as-tu des contacts... C'était presque comme la chasse à Osama Ben Laden là, quand on regardait ça à la télé. Là. C'est vrai, t'as raison. C'est un bon parallèle. Puis bref, c'est ça. Elle disait qu'elle voulait divorcer avant son arrestation pour lui éviter de souffrir d'être associée à elle. Mais malgré ça, il renie tout ça. On dirait qu'il n'y a pas de papier officiel non plus, à part l'acte de vente qui
prouve ça. Donc, ce sujet-là est toujours un peu resté nébuleux. Lui, il vit dans un manoir là, vraiment très, très grand de plusieurs millions de dollars au bord de l'océan au Massachusetts, dans le Massachusetts, en fait. Il faut dire là, que... On n'a pas le détail, mais elle a des drôles de relations avec les hommes riches. Du moins, elle les attire, en tout cas. Elle a quelque chose avec ces hommes-là. Là. Je veux dire, cet homme-là, là, s'il l'a rencontré en 2016, là, il connaissait son passé avec Epstein. Qu'est-ce qu'ils font, ces hommes-là? À ce prix, Ouais. C'est moi, ça, je comprends pas. Est-ce qu'elle l'a convaincu qu'elle n'était pas impliquée là-dedans? Tu peux, avec tout ce qui est sorti, tu peux même pas croire ça. Ouais, bonne question. Je sais pas comment ils vivent leur relation. Là. Non, je sais pas, c'est juste, je trouve ça... Je comprends pas ça, on dirait que je trouve ça très, très étrange. Bref, donc c'est un des éléments qui est ressorti assez particulier du procès. Autre chose qui est ressorti du procès, c'est les habitudes de couple et du couple qu'on peut appeler et de certaines traces numériques qui ont Le couple Epstein ou le couple Borgerson? Excuse-moi, le couple Epstein et Maxwell, parce que le couple Borgerson, on n'a pas d'autres détails, là, sauf cet élément-là, mais qui est quand même un élément surprise, là, un mari qui arrive out of nowhere. Ça m'a flabbergasté. Là. Il y a eu un disque dur qui a été récupéré là, lors d'une perquisition par le FBI là, dans le manoir d'Epstein à l'époque, qui a été ressorti durant le procès de Maxwell, qui contenait entre autres plusieurs courriels qu'elle a envoyés aux membres du personnel, dont un à laquelle elle se plaignait au directeur de la maison, Juan Alessi, qu'il n'avait pas rangé les crèmes de massage d'Epstein. Écoute, il n'avait pas rangé les petites crèmes. C'est acceptable. Donc, mais ça, c'est vrai, là, mais ce courriel-là, ça l'a amené la police directement à M. Alessi, que lui a fourni certains témoignages là, qui corroboraient toutes sortes d'activités là, qui étaient assez, disons, classées X là, par rapport, qui étaient énoncées là, durant le procès. M. Alessi a déclaré au tribunal aussi que Epstein recevait 3 massages par jour, là, comme on vous parlait tout à l'heure, et que c'est lui qui nettoyait après et qu'il devait toujours remettre les jouets sexuels à leur place dans un panier, dans le placard de Ghislaine, à côté de la chambre principale qu'elle partageait avec Jeffrey aussi. Là. Donc, elle dormait là avec lui, dans sa chambre. Elle n'avait pas une autre chambre à elle. Ils partageaient le même lit. Mais tu sais, je me disais que avec toutes les, avec toutes ces activités sexuelles à longueur de journée avec d'autres femmes, là, j'imagine qu'ils ne devaient pas trop... tu sais, est-ce qu'il y avait cette portion-là de la relation qui était tout le temps présente? Ça, on dirait que... Mais sans doute que oui, leur vie devait tourner autour de ça. Ah, ouais, t'as raison. Ça devait que tourner, pas lui, ses besoins, mais en même temps, ouais, t'as raison que ça devait... complètement tourné autour de ça, mais c'est tellement malsain. Autre chose, M. Alessi a déclaré que Epstein ou Maxwell lui ordonnaient parfois de contacter et d'aller chercher des jeunes femmes pour des massages. Il se souvient avoir vu 2 filles mineures qui semblaient avoir 14 ou 15 ans, Jane et Virginia Roberts, qu'on a déjà entendu leur nom. Les règles de la maison, y compris dans le manuel de 59 pages, là encore, on revient au même manuel, disaient au personnel d'être sourds et muets et aveugles et leur interdisait d'établir un contact visuel, comme on vous disait. Donc, c'est la même chose que l'autre gouvernante. Il y a vraiment une culture du silence qui était bien, bien présente là, au manoir. Les descentes de police dans les maisons d'Epstein ont également produit des photos intimes qui montraient le jet-set là, du duo, son style de vie luxueux puis ses liens étroits ensemble. Sur une des photos, on voit le couple se détendre à la résidence de Queen's Balmoral lorsque le prince Andrews aurait invité le couple au domaine écossais. On l'a vu souvent, cette photo-là. Elle est ressortie. Dans une autre, Ghislaine est dans un avion privé avec Epstein massant son pied et le frottant contre son décolleté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais cette photo-là, quand elle est sortie dans le procès en décembre, elle était partout sur toutes les unes de journaux. Là. Elle était en petite camisole blanche, puis elle avait vraiment son pied dans son décolleté. Là. Disons que c'était une photo qui contredisait ce qu'il disait qu'il n'y avait pas de relation intime. La richesse stupéfiante des propriétés opulentes de Palm Beach et de New York... La recherche stupéfiante des propriétés... La richesse. Oui, merci.
La richesse stupéfiante des propriétés opulentes de Palm Beach, de New York et du Nouveau-Mexique. La recherche stupéfiante. Ouais, La richesse stupéfiante des propriétés opulentes de Palm Beach, de New York et du Nouveau-Mexique ne fait en fait que souligner la vaste dynamique du pouvoir en jeu. Le couple a toujours utilisé la richesse pour attirer et faire en sorte que les jeunes filles se sentent redevables envers eux parce qu'ils les amenaient dans le luxe et tout ça. Plusieurs témoins, dont les 4 femmes, ont rappelé comment le duo déposait ses amis haut placés, comme Bill Clinton, Donald Trump ou le prince Andrews, et affichait d'eux aux côtés du pape Jean-Paul II ou même Fidel Castro dans leur propriété. Aucun n'a allégué d'actes répréhensibles de la part des célèbres amis d'Epstein ou de Maxwell, à part Bill Gates là, qui est ressorti en 2019, qui a regretté, l'avoir approché pour du financement philanthropique. C'est vrai qu'il n'y a personne d'autre. Non, je sais que Donald Trump, lui, il a nié, il a dit qu'il le connaissait, mais que c'était plus son ami. Oui, c'était pas son ami. Exactement, sans plus. Mais moi, j'ai l'impression que Donald Trump, à part un contact, je ne suis pas convaincu qu'il est allé sur les îles. Bref. Donc, ça fait un peu le tour de certains détails qu'on considérait pertinents à vous expliquer pour essayer de comprendre un peu le personnage là, de Ghislaine Maxwell. Par contre, Émile, peux-tu nous donner un petit peu plus de détails sur le verdict du procès? Parce qu'il y a eu un revirement de situation assez intense, je te dirais, qui s'est passé quelques semaines après le verdict. Avant que je revienne sur le procès, Seb, moi j'ai une question qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est comment ils se sont rencontrés, Jeffrey Epstein puis Ghislaine Maxwell, comment ça a débuté cette espèce de relation étrange-là? Oui, bonne question, Émile, puis c'est vrai parce qu'on a parlé du fait que quand son père est mort, Robert Maxwell, Ghislaine, elle a déménagé à New York et on présume qu'à partir de ce moment-là, elle a rejoint Epstein, justement parce que tous les déboires avec les jeunes filles ont commencé quelques années plus tard. Mais à la base, il faut comprendre qu'ils se sont connus à l'époque du Mirror. En fait, Robert Maxwell avait engagé Epstein comme analyste financier parce que un peu comme je disais tout à l'heure, c'est un génie en mathématiques et très très bon en finance et il avait bonne réputation. Ce qu'il a fait au Mirror, on n'a pas vraiment de détails là-dessus, mais on sait seulement qu'à ce moment-là, Ghislaine et lui étaient devenus proches, mais professionnellement, mais qui s'entendaient bien. Du moins qu'il y avait une bonne chimie, mais sans plus par rapport à ça. Et on n'a pas d'autres détails. On sait seulement qu'il était très présent à la maison mère pendant un certain temps, mais ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont maintenu une relation. Mais ça s'est vraiment développé quand elle a déménagé à New York. J'ai l'impression qu'elle l'a approché rapidement parce que justement, elle n'avait pas assez d'argent pour vivre. Puis selon moi, leur petite entente, c'est ça que je me demande, comment la première fille qu'elle a amenée... Oui, c'est ça. Comment il lui a présenté ça, en fait? Hey, salut, en passant, moi, j'ai besoin de 3 filles par jour, là, tu sais. Ouais, d'après moi, ça, on n'a pas le détail en tant que tel. Ça, selon moi, il a dû aller... On le saura jamais. Non, on le saura jamais parce que c'est ça, c'est pas... c'est ça, c'est certaines victimes. Hein, tu sais, faut se rappeler aussi que c'est pas toutes les victimes qui poursuivaient, pas qui poursuivaient, mais qui étaient dans le lot du moins des accusations, là, qui avaient assez de preuves pour être dans le lot des accusations. Fait qu'il y en a sûrement plein qu'on le sait pas non plus. Puis sûrement les premières. Encore là, c'est qu'il y a plein de trous noirs dans l'agenda ou dans le calendrier. Là, justement, on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est normal aussi si personne ne le dit puis ils n'ont pas de témoins. Souvent dans les documentaires, on voit toujours ancien ami d'eux, mais on dirait que ce monde-là ne le savent pas non plus. On dirait qu'ils sont arrivés soit après ou pas nécessairement au même moment. Donc, ils ont vraiment gardé ça opaque, vraiment. Le statut. Ah, mais c'est curieux quand même. Revenons tranquillement au procès de Ghislaine Maxwell. Depuis son arrestation dans le fameux manoir du New Hampshire, elle est détenue au Metropolitan Detention Center de Brooklyn et est sous surveillance 24 heures sur 24 avec 10 caméras, dont une qui se déplace et suit ses mouvements. Ils veulent éviter un deuxième suicide, entre guillemets.
Le procès s'est ouvert le 30 novembre 2021 à New York et le 29 décembre, après 40 heures de délibération étalée sur 5 jours de la part du jury, elle est reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'accusation, dont le plus grave, celui de trafic sexuel de mineurs. Cependant, coup de théâtre, quelques semaines plus tard, ses avocats demandent un nouveau procès. Ils évoquent le fait qu'un des jurés aurait influencé le reste du jury en révélant avoir été lui-même victime d'abus sexuels pendant les délibérations. Imagine, toi. Oui. Dans un document judiciaire, les avocats s'appuient notamment sur un article du Daily Mail dans lequel l'un des jurés confie avoir convoqué ses souvenirs de victimes durant les délibérations pour éclairer le reste du jury. La défense y voit des motifs irréfutables pour un nouveau procès. Non, c'est particulier. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi, ça, tu sais? Dans le sens, est-ce que le fait qu'un... Ben, de un, est-ce qu'un jury qui aurait été victime d'abus sexuels aurait dû être exclu d'un jury pour ça à la base? Je me pose la question. Parce que souvent, tu le sais, souvent, ils essaient dans des jurys, souvent des procès... le plus neutre possible. Oui, c'est ça, les procès raciaux. Ça me surprend qu'il se soit retrouvé sur le jury, en fait, cette personne-là, parce que on se rappelle dans les... moi, je me rappelle les épisodes de Serial, de la première saison de Serial sur Adnan Syed. Oui. La sélection du jury, tu as même des extraits sonores, en fait, de cette sélection-là. Okay. Puis, ils sont très sévères. Hein? Il faut pas que toi, tu aies eu un lien avec une histoire criminelle, que personne de ta famille ait eu un lien avec une histoire criminelle. Il en élimine, il en garde juste, en fait, une infime partie. Okay. Donc, mais je ne sais pas à quel point c'est pertinent. Moi, selon moi, j'ai presque l'impression de penser que c'est peut-être une bonne chose d'avoir quelqu'un qui ait vécu ça, dans le sens que ça peut ramener un peu d'empathie, mais n'étant pas dans le milieu du droit, peut-être qu'au contraire, il faut être le plus neutre possible, puis peut-être que là, il y a un petit manque. Il faut éviter tout biais. Hein, puis moi, j'ai peur que ça fasse... parce que là, on ne sait pas ce qui va arriver, mais je ne peux pas croire que ça va faire dérailler complètement le procès. Une influence. Ouais. Aucune date n'a encore été fixée pour le prononcé de la peine qui risque maintenant d'être retardée. L'incident a été pris au sérieux par le bureau du procureur fédéral de Manhattan qui a suggéré au tribunal de conduire une enquête, notamment pour savoir si le juré a bien révélé durant le processus de constitution du jury, c'est-à-dire avant le début des audiences, avoir été victime de violences sexuelles dans le passé. Une information qui aurait pu conduire à un examen plus poussé dans sa sélection, la défense pouvant alors arguer de sa partialité pour une telle affaire, évidemment. Ceux qui sont juristes ou avocats dans nos distordus, dites tout ce que vous en pensez, on est curieux de savoir. Dans l'article du Daily Mail, le juré, un homme de 35 ans, présenté sous ses 2 prénoms, Scotty David, explique que son expérience lui a permis d'éclairer les autres jurés sur le fait que des victimes d'abus sexuels n'ont pas toujours un souvenir linéaire et exact de leur traumatisme. C'est vrai, ça, entre autres. Oui. La défense avait attaqué durant le procès certains témoignages en relevant des incohérences dans le récit des victimes. Selon le jury, cette révélation a influencé les délibérations et a convaincu les autres membres du jury de condamner Mme Maxwell. Le jury dit ne pas se souvenir si on lui a demandé s'il avait été victime d'abus sexuels, disant avoir survolé le questionnaire qu'on lui avait soumis, mais il assure qu'il aurait répondu honnêtement si la question lui avait été posée. Ça se peut qu'il ne la posait pas, cette question-là. Il est important de noter aussi qu'en parallèle de ce procès, la justice américaine examine les poursuites civiles intentées par l'une des victimes du couple, Virginia Giuffre, à l'encontre du prince Andrew, qu'elle accuse de l'avoir violée en 2001 quand elle avait 17 ans. Et le prince Andrew, lui, a toujours vigoureusement démenti ces accusations. Mais là, on sait que les choses ont tourné assez différemment pour lui. Exactement. On va vous revenir là-dessus dans l'after show. On va parler un petit peu plus du Prince Andrew en détail pour nos membres Patreon au forfait Oui Monsieur. Oui. Parce que là, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle de Ghislaine Maxwell. On a un peu fait le tour de la chronologie des événements. Seb, toi, qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on planche sur le dossier. Puis qu'est-ce qui t'a marqué? Vois-tu une conclusion, une réflexion? Ouais, qu'est-ce qui m'a marqué? Moi, je voulais te poser la question, est-ce que tu la considères moins coupable que Epstein par rapport aux gestes qu'elle a commis? Ah, mais ça, c'est une très bonne question, Seb. Est-ce qu'elle est moins coupable? J'ai l'impression que... mon Dieu, tu sais...
on est à chaud comme Oui, ça, puis c'est on ça, est des humains. Hein. ça, Mais j'ai ouais. l'impression que oui, elle est moins coupable. Puis on dirait que des fois, je sais pas si elle est pas un peu victime, elle aussi, Ah oui. de toute la manipulation autour d'Epstein. Parce que j'ai l'impression que Ghislaine, son chemin se dirigeait pas forcément vers le trafic sexuel. Non, là. ben non. Tu sais, si elle avait pas rencontré Jeffrey, Ouais. qui lui est complètement déraillé là, de ce côté-là, j'ai l'impression que si elle avait pas rencontré cet homme-là, elle aurait peut-être une vie complètement honnête, accomplie et dans le sens de la loi d'une certaine façon. Donc j'ai l'impression qu'elle est moins coupable, sauf qu'il y a des faits elle est certainement complice. Ah oui, t'sais, ça c'est parce qu'il y a des faits qui sont là. Elle a joué un rôle, elle a amplifié la chose, elle a facilité le fait, elle a facilité les multiples crimes commis par Epstein, puis elle en a commis elle aussi. Il y en a qui ont témoigné comme quoi elle faisait partie des actes. Mais après, on ne sait pas, peut-être qu'elle aussi avait ça en elle, puis que lorsqu'elle a rencontré Epstein, ça a été un peu une perfect storm, si on veut, puis que là, les choses ont déraillé là, ensemble, tu sais. Donc, c'est dur à dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'elle est moins coupable? Ben, moi, je la voyais quasiment plus coupable dans le sens que je trouvais que, vu que c'était comme l'entremetteuse, je la considérais quasiment pas plus coupable, mais ou sur le même pied d'égalité. Je trouve qu'ils font un peu le même type de crime. Mais elle a quand même été déclarée coupable de trafic sexuel. Là. Oui. Ça, c'est pas rien. Là. Donc, les preuves étaient assez fortes qu'elle faisait ça quand même. Là. Elle faisait du trafic. Mais moi, ce qui me perturbe, comment une femme, ça arrive, il y en a quelques-unes, là, mais comment une femme peut faire subir ça à d'autres femmes comme ça, sans empathie? Parce que là, on ne parle pas d'une femme qui gérait une maison de prostitution. Là. Ça, souvent, même, je pense que c'est mieux quand c'est une femme qui gère d'autres femmes. Mais là, c'est vraiment une femme qui abuse de d'autres femmes puis qui manipule d'autres femmes. On dirait que ça... Qui amène des jeunes filles, surtout ayant vécu elle-même des traumatismes, étant jeune avec son père qui abusait d'elle puis de sa famille verbalement, physiquement. C'est dur à comprendre qu'elle ait entraîné des jeunes filles vers de l'abus, elle aussi, tu sais. Oui, exact. Il y a quelque chose que... Je comprends le parallèle. En fait, je pense que c'est vrai le fait un genre de complexe d'Édipe où je ne sais pas trop avec Epstein, là, du moins reproduire le même pattern qu'avec son père. Ouais. Tu sais, il faut vraiment que ça... Je suis pas assez calé en psychologie, tu sais, comme ça, là, mais pour que le schéma soit si fort puis que tu le répètes, c'est vraiment particulier. Puis Epstein aussi est réputé comme être un excellent manipulateur. Ah, ben, forcément. Un excellent manipulateur aussi. Là. Donc, comme tu dis, Ghislaine, elle est victime. Je veux pas... Puis quand je dis qu'elle est victime, je veux pas enlever rien de la gravité de ses actes. Elle est responsable, c'est une adulte. Là, mais c'est ça, c'est sûr qu'elle aussi, elle a vécu les manipulations d'Epstein, mais c'est aussi dû son désir de vouloir beaucoup d'argent. Dans le fond, c'est comme si elle avait échangé ça contre un style de vie, mais à quel prix? Puis là, elle va finir sa vie en prison. Là. Elle a 61, 62, là, je crois, à peu près. Donc, elle ne sortira pas de prison. Là. Donc, je sais pas, il y a tout ça là, qui me perturbe, là, je te dirais. Là, c'est ça. Mais on n'arrivera jamais à la comprendre, j'ai l'impression. On n'arrivera jamais à comprendre ça. Puis il n'existe pas beaucoup de gens comme elle qu'on peut comparer. Non, tout à fait. C'est ça, il n'y a pas de tant de cas. Ben, tu sais, un peu moi, je pense rapidement comme ça, Karla Homolka, tu sais. Ah oui, qui a, tu sais, est-ce que, mais là, eux semblaient être vraiment un couple assez aligné sur leur vice, là, mais c'est vrai. Ça fait un peu un duo de criminels notoires, là. C'est vrai. À savoir, est-ce que, tu sais, il y a peut-être un peu de folie à deux là-dedans, un peu aussi. On en a déjà parlé un peu, comment quelqu'un va réussir à embarquer quelqu'un d'autre dans son délire ou dans son vice ou autre. Mais ça, il n'y a rien qui nous le prouve, dans le sens qu'elle nous l'a jamais dit. Elle a jamais non plus, à son procès, dit « j'ai été manipulé par Jeffrey Epstein ». Non, exact. Elle l'a-tu utilisé comme défense? Ben, je pense qu'à certains moments, oui, ça ressortait là, qu'elle était comme une victime collatérale quasiment elle-même, mais toutes les preuves, je veux dire...
toute l'organisation, elle pouvait pas démentir ça. Elle a beau nier, les preuves sont là. Mais j'espère, comme je te dis, j'espère que le jury fera pas tout dérailler le procès. Je connais pas assez les impacts que ça peut avoir au niveau de la justice, là, mais je souhaite de tout cœur pour les victimes, du moins, que le jugement et la condamnation aient lieu comme prévu. Il y avait une petite phrase, Seb, que tu nous as sortie dans nos notes, là, c'était de qui je trouvais ça intéressant là, pour conclure. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein sans comprendre sa relation avec son père. La vérité est que Ghislaine a appris à servir son père et a ensuite dû servir un deuxième monstre. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Ah, c'est le journaliste Harry qui a dit ça. Oui, c'est ça, je l'avais gardé dans mes notes parce que justement, je trouvais qu'il avait raison, tu sais. Je trouvais que c'est une belle observation de ça, là, justement. C'est pas fou. Ça répond. Moi, je trouve que ça répond d'une certaine façon à ça, mais ça rend juste la chose triste. Tu sais, je sais pas. C'est tout ça. Même, je suis allé vraiment plus loin dans ma réflexion. Là, j'étais là, si Robert Maxwell avait pas été au. Tu sais, même, je suis allé encore plus loin. Si Michael, son frère, avait pas eu l'accident dans le coma, est-ce que toutes ces victimes-là, tu sais, l'effet papillon, là, toutes ces victimes-là, ça aurait jamais arrivé. C'est clair. Bref, on peut pas contrôler ça, là, mais c'était la réflexion qui m'était passée par la tête. Et vous, maintenant, les distordus, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez le faire sur notre groupe de discussion sur Facebook. Vous avez juste à faire une requête et si vous avez l'air d'être quelqu'un de décent, on va vous accepter. Et aussi, vous pouvez le faire sur Instagram, on est là, on est sur Facebook, YouTube, sur Twitter aussi, on est un petit peu partout, donc dites-nous ce que vous pensez de cette histoire-là, de l'histoire de Ghislaine Maxwell. On vous rappelle que Distorsion, c'est une création de moi-même, Émile Gauthier, et de Sébastien Lévesque à mes côtés. Le montage est d'André Beaupré. La musique de cet épisode est une gracieuseté de RB. Vous savez qu'on a fait de la musique originale pour toute la saison et qu'à la fin de la saison, on risque de sortir ça. On vous rappelle qu'il reste seulement un épisode, Sam, à cette saison-ci. Et là, alerte, si vous voulez vous abonner à notre page Patreon, nos membres, oui monsieur, ceux qui sont abonnés au forfait oui monsieur, vont avoir droit à un épisode secret. Et parlant des membres Patreon, c'est le moment de donner nos célèbres shout-out. Je te laisse commencer, Seb. Un gros shout-out à Johanna C, Marie-Claude CW, Annie-Claude B, Emmanuel B, et Charlotte Hott. Shout-out à Volatile, Alexandre S, Fleur de Cactus, Lauriane R et Natou C. Beaucoup d'amour à Aldoriane, Gigi C, Charles F, Kevin R et Olivia R. Aussi, on veut donner un gros câlin à Liam S, à Jade, à Jordan B, à No Crucifix, ça sonne comme un groupe de death metal, et aussi à Pauline G. Et je poursuis avec Émilie C, Chantal H, Sébastien LM, Guillaume S, et beaucoup d'amour à Francis P. On ne pourrait pas faire ce show sans Rosalie D, Marc S, sans Gabi, sans Marilou C et sans Mélina AD. Et j'ajouterais que sans Mac, Kat et Frank, un conte de couple, Quentin Alt, Dylan D et Carole Anne L. Et pour terminer, un gros high five et un câlin à Annick B, à Benoît P, à Anna C, à Angelini B et à Charlotte M. On vous aime beaucoup, chers amis. 40 aujourd'hui, Seb, parce que là, il y en a beaucoup. Faut qu'on accélère les shout-outs au Patreon. Au début, on pensait que vous alliez être 7 personnes environ, qu'on allait régler ça en un demi-épisode. Mais finalement, plusieurs centaines de personnes, faut qu'on pédale fort. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Dites toujours non au monsieur riche qui vous invite sur leur île privée. Ainsi qu'aux madame riche qui vous invite dans un vol en Concorde. Oh oui. Bye bye.